Salut à tous, nouveau test de voiture électrique sur la chaîne et aujourd'hui on s'intéresse à une petite exclue, la Polestar 2, alors de la branche sportive de Volvo. Donc une voiture ultra performante mais surtout qui nous intéresse beaucoup car elle est sous Android, c'est une full Android automotive et c'est la première du marché, c'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une berline de taille moyenne, elle est même un petit peu plus courte que la Tesla Model 3 et du coup on a un coffre à l'avant qui est pas très grand. Alors on peut y mettre tous ces câbles mais on peut pas y mettre non plus une valise cabine comme sur la Tesla. Alors contrairement à la Tesla, on a une petite ouverture au pied ici et surtout on a un haillon, ça c'est vraiment très pratique quand on a des gros bagages. Alors à l'avant on a une calandre qui est pas pleine, moi je trouve que ça renforce bien l'esprit sportif même si c'est peut-être un petit peu moins bon pour l'aéro. Ici on a des phares Matrix LED, bon ça c'est assez classique maintenant sur cette gamme de véhicules. Et puis regardez ici, le rétroviseur il est 20% plus fin que les rétroviseurs habituels puisque les miroirs sont affleurants et moi je trouve que ça donne un certain style. Alors pas de caméra dans les montants comme chez Tesla, donc pas de mode sentinelle non plus. Par contre on pourra bientôt ouvrir sa Polestar 2 avec son smartphone. Alors en NFC ça c'est plutôt pour Android et puis en Bluetooth comme chez Tesla ça va être assez pratique, on aura des profils utilisateurs mais bon tout ça n'est pas encore disponible. En attendant il faut utiliser cette bonne grosse vieille clé Polestar, vous en avez une deuxième comme ça, même une troisième qui est beaucoup plus fine, qui est waterproof, hyper pratique si vous voulez faire un petit plongeon. Voilà, et comme chez Tesla, on passe son temps à faire des marches arrière puisque la trappe de recharge est située à l'arrière gauche de la voiture. Alors puisqu'on charge, on va parler des specs qui sont tout simplement impressionnantes. Ici on est sur une rivale de la Tesla Model 3 Performance. On a deux moteurs synchrones, donc c'est un 4x4, puissance cumulée de 408 chevaux, le 0 à 100 en 4 secondes 7, 660 Nm de couple. On a 205 en vitesse maximum. Et puis surtout on a une très bonne répartition des masses, 50-50 entre l'avant et l'arrière. Elle est vraiment collée à la route. Moi j'ai pris un pied de dingue là sur les petites routes de montagne. C'est précis, c'est puissant. On a des relances qui sont assez incroyables. Bref, on a ici une vraie sportive. Bon, petit 0 à 130, on a 400 chevaux sur les 4 roues motrices, ça va envoyer du steak, c'est parti. 40, 50, 80, 100, oh là là, ça pousse les amis comme une Tesla Model 3, c'est absolument incroyable. Alors sur la partie électrique ici on a une assez grosse batterie, 78 kWh, c'est ce qu'on a dans une Tesla Model 3 grande autonomie, ce qui nous donne à peu près 470 km WLTP, on verra que c'est plutôt autour de 300 sur autoroute. On peut évidemment charger rapidement, donc à 120 kW, donc là c'est un petit peu en dessous d'une Tesla aussi, ça permet de faire le 0 à 80 en 40 minutes, c'est pas mal mais moi je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Alors évidemment on peut charger aussi sur les bornes de village, 11 kW triphasé maximum, donc là il vous faudra toute la nuit pour charger la voiture entièrement. Et puis bien sûr la solution que je recommande chez soi, c'est de la brancher tout simplement sur une prise électrique. Par contre il faut un bon chargeur, allez voir la petite vidéo que je vous ai fait sur le sujet, c'est très intéressant. Alors quelle autonomie a cette voiture sur autoroute à peu près à 120 130? Et ben on va faire mon test habituel, on va partir donc d'ici à Annecy jusqu'à Montélimar et regardez l'aire de Montélimar ici, je l'ai dans mon historique puisqu'en fait ça c'est mon historique Google, donc c'est assez pratique. Et regardez ici, il vous met le temps de trajet, il vous met l'arrivée ici à 12%, donc a priori il pense pouvoir le faire. Donc voilà, je vais mettre démarrer, hop, aller vers le sud-ouest. et il me dit donc on va arriver à 12% à 15h12. Allez c'est parti les amis, 250 km d'autoroute, on va voir ce que cette Polestar 2 a dans le ventre, sa consommation, et puis si on arrive au bout des 250 km, a priori je pense que oui, puisqu'on devrait approcher à peu près les 300 km, surtout en été. Alors c'est beaucoup moins bien qu'une Tesla, mais ça reste tout à fait honorable vu le réseau de bornes de recharge. Alors je profite qu'on roule pour vous parler de cet écran central. Donc il n'y a pas d'afficheur tête haute, donc ils ont tout mis là, mais cet écran est superbe, c'est-à-dire que vraiment il est très lisible, il est très grand. Regardez la cartographie, elle est vraiment magnifique. Moi je la trouve même plus belle que sur l'iCockpit là de Audi. Alors à gauche on a toutes les informations de vitesse, au centre donc on a cette cartographie, à droite on a le niveau de charge, donc le pourcentage de la batterie, ce qui est pas mal, c'est pas toujours le cas dans les voitures, l'estimation des kilomètres, mais c'est tout, c'est-à-dire qu'on a juste une petite info de consommation qu'on peut personnaliser en bas et puis c'est tout. Alors on a quand même de la personnalisation de l'écran, mais regardez, ça va aller vite, on peut juste afficher voilà la vitesse un peu plus grosse et puis la carte en minus au centre, je sais pas à quoi ça rime tout ça. Et puis un troisième mode qui est uniquement pour voilà toutes les informations relatives à l'assistance à la conduite, mais là encore ça apporte pas grand chose, on voit pas les véhicules autour, donc j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Bref, on laisse souvent l'affichage de la carto, et le seul affichage un peu détaillé, il faut appuyer ici sur la petite icône du volant et là vous avez l'odomètre détaillé, donc avec les kilomètres, la consommation moyenne, le temps de trajet, et vous voyez que vous avez deux trajets, un trajet que vous pouvez remettre à jour manuellement et puis un trajet automatique. Ça c'est pratique, dès que vous prenez la voiture il va vous garder le trajet quasiment toute la journée.
Alors la conduite autonome, c'est du niveau 2 de chez Volvo, assez classique, qui vous maintient bien dans la voie, il a un régulateur adaptatif, donc pas trop de problème. Si vous mettez votre clignotant, il va pas changer de voie automatiquement comme chez Tesla ou chez Mercedes, donc il est un petit peu moins évolué. Par contre, il va bien accélérer, donc globalement, il est assez agréable sur autoroute. Alors un petit défaut quand même, évidemment, si vous lâchez le volant un peu trop longtemps, il va vous faire un bip bip qui est assez pénible. Enfin moi je trouve qu'ils auraient pu choisir un bruit un peu plus sympathique. D'ailleurs je vais vous faire écouter. Voilà, et puis j'ai remarqué aussi que dans les virages un peu trop prononcés, ils ont tendance à vous rendre le volant assez souvent. D'ailleurs on a vu des petits bugs aussi quand il y a des ombres sur la route. Donc voilà, à parfaire, hein, je pense qu'il mériterait un système un petit peu plus moderne. Alors un petit regret au niveau du système et des écrans en général, c'est que regardez, on peut pas mettre ici la carte en grand avec par exemple la radio sur le côté, ou partager un peu l'écran entre plusieurs applications. Voilà, c'est le cas chez Tesla par exemple, où tout se chevauche un petit peu. Là c'est assez modal, donc c'est un petit peu ou l'un ou l'autre, et vous pouvez pas mettre tout en même temps. Alors heureusement qu'il y a l'écran ici pour la cartographie, mais moi j'aimerais bien par exemple avoir, je sais pas, la radio et puis d'autres informations. Là c'est pas possible. Bon les amis, on arrive donc à l'ère de Ionity, je vais aller me garer. Alors on a fait 260 km, il me reste un peu plus de 15% de batterie, donc c'est plutôt pas mal. Notre consommation, regardez, on est autour de entre 24 et 25 kWh au 100, donc c'est un peu plus qu'une Tesla hein, qui est plutôt à 18-19, mais c'est moins que les EQC, les e-tron, etc. Donc moi je trouve ça tout à fait raisonnable. Ça donne une voiture voilà, qui a 300 km d'autonomie sur autoroute avec une bonne vitesse. Là on était à 120 km/h de moyenne, donc vous voyez que c'est quand même pas mal, et sachant aussi que la température là était entre 10 et 15 degrés, donc un bon petit bilan, et ça va encore s'améliorer pendant l'été. Alors sur le planificateur, l'estimation du pourcentage de la batterie, enfin de la consommation finalement, est assez juste. Vous voyez ici il nous dit qu'on va arriver avec 74% de batterie à Saint-Raphaël, hein, ce qui va être le cas. Par contre ici l'estimation des kilomètres se met pas du tout à jour en fonction du contexte. Par exemple là on est sur autoroute, il nous dit qu'il reste 350 km avec 80%, ce qui est absolument impossible. Là on est plutôt autour de 250, donc ce serait bien que ce soit un petit peu plus cohérent quand même entre les deux. Alors pendant que vous chargez cette belle Polestar 2, vous avez peut-être envie de regarder Netflix ou Disney Plus sur votre smartphone ou votre ordinateur, mais est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un VPN? Alors pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un logiciel qui est dispo sur iPhone, Android, Mac et PC, et qui va permettre de faire croire au site que vous êtes localisé dans un pays différent, ce qui vous permet par exemple d'accéder au contenu exclusif du catalogue américain de Netflix. L'autre intérêt, c'est de rendre votre connexion complètement invisible et sécurisée, notamment sur les réseaux Wi-Fi, que ce soit dans un hôtel, une fac, votre entreprise. Même votre FAI ne pourra pas voir ce que vous faites et éventuellement limiter votre connexion. Certains outils permettent même de vérifier que vos données ne sont pas compromises dans le dark web. NordVPN, qui est notre sponsor cette semaine, fait partie des leaders mondiaux dans le domaine, notamment grâce à plus de 5500 serveurs répartis dans 60 pays. Avec quelques fonctions inédites, vous pouvez par exemple avoir jusqu'à 6 utilisateurs simultanés, une bande passante illimitée, une assistance 24h sur 24 par chat en français, et vous pouvez même tester le service pendant 30 jours, satisfait ou remboursé. Alors à l'occasion de ce partenariat, et avec le code MacForever, vous pouvez même bénéficier d'un mois gratuit supplémentaire sur un abonnement de 2 ans. Vous trouverez évidemment le lien pour en profiter dans la description. Attention, il s'agit d'une offre à durée limitée et qui disparaîtra bientôt. Alors effectivement, elle charge bien à 120 kW. Regardez, je vous ai mis les puissances de charge en fonction du pourcentage, mais ça baisse quand même assez vite. Et c'est vrai que le 0 à 80% en 40 minutes, c'est quand même assez lent, hein, surtout face à Tesla. Et surtout, après 80%, mais ça prend vraiment une plombe. Ce qui fait que finalement, sur les bornes d'autoroute comme ça, on a tendance plutôt à charger jusqu'à 80% et puis aller à la borne suivante, sauf si vraiment on n'a pas le choix. En tout cas, elle a quand même une bonne autonomie, même avec les 80%. Alors pour la recharge, Volvo Polestar n'est pas encore membre du consortium Ionity, ça va peut-être venir, hein, ils ont demandé à l'être. En attendant, par exemple en Suisse, ils utilisent Plug Surfing, donc ils vous donnent des petits badges comme ça, très pratiques, qui marchent sur Ionity, sur toutes les bornes de village. Mais voilà, on a des tarifs quand même un petit peu moins intéressants que chez Volkswagen. Et puis moi, je vous conseille de prendre le petit badge ChargePoint, qui est un des moins chers du marché, surtout pour les petites bornes de village. Donc voilà, il faut encore se dépatouiller un petit peu, mais on va dire que ça va sûrement venir. On aura sûrement bientôt du 30 centimes le kilowattheure. Bon, avant de vous parler de la connectivité, je voulais quand même revenir sur cet intérieur qui est absolument somptueux. Regardez ces petites touches de bois, de tissu, de plastique moussé, même de métal là-bas dans les portières, et surtout ces magnifiques sièges en cuir, donc qui sont extrêmement confortables, hérités évidemment de la qualité suédoise de Volvo. Alors pour autant, c'est vrai que ça présente bien, mais il y a des choses un petit peu bizarres, assez inégales. Par exemple, regardez cette clé, on dirait qu'on l'a acheté 2 € sur AliExpress. Je trouve ça quand même indigne à ce niveau de prix. Il y a aussi des fois des finitions qui laissent un peu à désirer. Regardez cette poignée, elle a pas l'air
solide, puis il y a les ressorts apparents quand même à ce niveau de prix, c'est un petit peu limite. Les pare-soleil également, là, qui font pas très quali non plus. On n'a pas non plus, regardé d'accoudoir vraiment, là on a juste ça pour se reposer vaguement le coude. Donc assez inégal dans l'ensemble, même si ça présente quand même très bien, beaucoup mieux que chez Tesla par exemple, on a des matériaux beaucoup plus nobles et bien sûr un meilleur assemblage. Alors même s'il y a un grand écran, on va y revenir, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de boutons, en fait on est vraiment dans l'univers Volvo, hein. Regardez ici tous les boutons pour régler les vitres, les rétroviseurs, il y en a encore pas mal autour du volant avec aussi les commodos. On a même ici des boutons, regardez, play, pause, le volume, on a aussi donc le dégivrage, les warnings, on a ce magnifique levier de vitesse qui est extrêmement pratique, qui est vraiment très très beau, moi que j'aime beaucoup. Donc voilà, ceux qui connaissent l'univers Volvo ne seront vraiment pas dépaysés. Alors un mot sur la connectique, on a 2 prises USB-C devant, il n'y a pas d'USB-A, 2 prises à l'arrière également, et puis regardez, il y a une petite zone de recharge sans fil, malheureusement elle est un peu juste pour mon Pro Max ici, et surtout elle ne charge pas, c'est-à-dire vous avez sans cesse des alertes ici sur le fait que votre téléphone ne charge pas. Donc j'ai pas réussi à charger le 12 Pro non plus, j'espère que c'est un bug, que ça va être corrigé, mais en tout cas c'est quand même pratique d'avoir ça. Alors maintenant il faudrait que ça marche quand même. Alors puisqu'on parle de connectivité, il y a quand même 2 petites bizarreries avec cette voiture, c'est que déjà regardez, j'ai branché mon téléphone et j'ai absolument rien qui se passe, c'est-à-dire que j'ai pas CarPlay. En fait j'ai uniquement le Bluetooth du téléphone, donc ça c'est un peu dommage, c'est un peu comme chez Tesla en fait, si vous voulez Apple Music vous allez le streamer, vous n'avez pas Waze. À l'inverse il y a quand même Google Maps, on va y revenir, il y a tout le Play Store, donc c'est pas un gros manque non plus, on peut se satisfaire largement de cet écran. Alors le deuxième manque un peu bizarre, je voulais vous présenter l'application, figurez-vous qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'il y a une application de la Polestar 1, là, qui a l'air assez complète, hein. Regardez, vous pouvez par exemple vous localiser sur la carte, regardez la charge de la batterie, la climatisation, tout ce qui est ouvrant, programmer aussi, enfin regardez vos trajets par exemple. Donc c'est une appli qui avait l'air assez complète, mais ils l'ont pas adaptée à la Polestar 2. Alors là, on nous a dit quasiment pendant 6 mois on n'aura pas d'application. Donc imaginez, vous allez boire un café pendant que ça charge, votre charge plante, vous n'avez pas non plus de notification, vous n'avez pas la localisation du véhicule, vous pouvez pas préparer la clim par exemple en avance. Donc pour moi c'est un gros manque quand même de livrer une voiture électrique sans application, et je suis assez étonné de la part de Volvo qui quand même met beaucoup de soin d'habitude à faire du logiciel. Alors un mot sur les écrans, déjà il n'y a pas d'afficheur tête haute, dans l'ID3 vous vous rappelez il y avait de la réalité augmentée et tout, c'était assez moderne, là ça manque un peu. Alors heureusement il se rattrape bien avec cet immense écran qui est sous le volant, qui est très bien positionné, on va le voir, qui est hyper pratique avec la cartographie. Et puis on a ici une tablette, alors je l'imaginais aussi plus grande, en fait elle fait que 11 pouces, et surtout regardez il y a des icônes assez grosses, et du coup ça fait pas si grand finalement hein, pour programmer vos trajets, je trouve que ça fait assez grossier même. Alors évidemment c'est peut-être amené à évoluer, mais en tout cas cet écran là, moi j'aurais bien aimé grand comme la Mustang par exemple, comme chez Tesla, ça aurait été un petit peu plus moderne finalement en 2021. Alors évidemment la grosse nouveauté ici c'est l'arrivée d'Android Automotive, donc c'est la première voiture au monde à avoir ça, avec donc un écran façon un petit peu Tesla. Alors il est vertical, on a aussi donc tous les réglages de climatisation, regardez ici on a des réglages en fait tout simplement raccourcis, donc vous pouvez simplement régler la température comme ça, le volant, et puis vous pouvez aussi bien sûr tout déplier pour avoir accès à plus de réglages. Donc là aussi c'est très ergonomique, globalement moi j'ai trouvé ça très réactif, donc ça m'a pas tant perturbé finalement au volant. On trouve quand même c'est petit, les icônes sont quand même assez grosses. Bon alors après on est dans un univers Android on va dire relativement connu, même si ça a été quand même assez personnalisé avec voilà l'heure, le réseau en haut, voilà tout ça, ça c'est logique. Là on a des petites catégories, ça c'est la caméra de recul, on y reviendra, tout ce qui est réglage purement du véhicule, les applications, donc regardez si je clique ici j'ai des applications que je peux personnaliser, vous voyez je peux les changer voilà d'espace, il y a 4 différents espaces, s'il y a trop d'applications on peut évidemment les déplier comme ceci, et puis regardez en bas on a accès, donc ça c'est des réglages système, on y reviendra juste après, on a le Play Store, voilà, et puis on a le manuel de la voiture, donc ça c'est très pratique si vous voulez par exemple voir comment fonctionnent vos rétroviseurs. Voilà, je trouve ça assez bien, c'est assez illustré, c'est assez gros, donc c'était quand même une bonne idée. Moi je dirais que cette présentation elle me perturbe juste entre, voilà, ici on a une espèce de home et puis les applications de l'autre côté, voilà, ça c'est un petit peu le mauvais côté Android. Alors regardez ici le petit D, en fait c'est mon prénom Didier, en fait c'est vos réglages ici utilisateurs. Alors en fait vous allez pouvoir donc associer évidemment par exemple un téléphone à votre profil, une clé aussi de la voiture, des réglages de siège, de radio, etc. Et en fait, quand vous allez vous asseoir, il y a 4 antennes Bluetooth dans la voiture, donc il sait quel profil est installé dans la voiture et à quelle position. Donc par exemple, si vous prêtez la voiture à votre femme, il va tout de suite l'enclencher sur son profil. Si elle est passagère également, elle aura peut-être accès à d'autres choses. Ça, il va falloir attendre qu'on ait la clé sur smartphone, par exemple qu'on ait le Bluetooth avec l'entrée dans le véhicule pour que ce soit vraiment efficace. Mais moi j'aime bien l'idée de personnaliser comme ça sa conduite, et surtout de pouvoir prêter sa voiture sans refaire tous ces réglages à chaque fois.
chaque fois. Alors vous pouvez associer différents comptes à votre compte de la voiture, donc par exemple mon Gmail, mon compte Spotify, ce qui permet par exemple de, quand je fais des recherches par exemple, dans Google Maps, il va me reprendre tout mon historique. Donc ça c'est quand même assez pratique hein, si vous utilisez Google Maps un petit peu partout. Alors vous voyez là je suis au volant, j'ai pas forcément envie de regarder la clim, tout ça, j'ai envie d'avoir des infos et j'ai Google Assistant. Et ça c'est une vraie tuerie les amis, c'est le meilleur assistant qu'on peut avoir jusqu'à présent dans une voiture. Ok Google, quelle est la météo? Actuellement à Mognard, il fait 14 degrés avec un temps nuageux. Mets la température sur 22,5. D'accord, je règle la température à 23 degrés. Presque. Quel bruit fait l'éléphant? Voici un éléphant. Allez à Paris. Lieu Paris se trouve à 5h40 de route de votre position dans une circulation fluide. Alors globalement il a très bien fonctionné. Des fois il est un petit peu lent ici quand on a de la 3G par exemple au lieu de la 4G, mais globalement ça fonctionne très bien. Il se plante rarement, il connaît les bons noms de rue, les bons noms de ville. Enfin c'est vraiment agréable d'avoir le même assistant qu'on a à la maison sur une voiture. Et surtout ici on gagne non seulement en confort mais en sécurité, on n'a pas à gesticuler avec l'écran. Donc pour moi c'est un atout majeur d'avoir un assistant aussi complet et aussi bon dans une voiture électrique et connectée moderne. Bon, je vous propose de regarder rapidement les réglages de la voiture ici qui sont pas très nombreux. En gros on a un mode sport, on peut régler aussi le volant, on peut régler la one pedal, ça c'est pas mal, c'est pas proposé sur toutes les voitures. Donc si vous voulez conduire uniquement à un pied, et puis moi j'ai mis la résistance la plus élevée, donc la voiture va jusqu'à l'arrêt. Vous pouvez aussi la faire ramper si vous avez envie. Alors on a aussi des réglages d'assistance. Bon là je vais pas trop vous détailler ça. Globalement vous pouvez régler vos aides à la conduite, l'aide au maintien dans les voies, voilà, si vous voulez de la vibration, etc. Donc ça se configure quand même assez facilement. La reconnaissance des panneaux aussi. Vous voyez que les interfaces sont quand même assez claires. Donc voilà, en général ça c'est des choses qu'on touche une fois et puis après on n'y revient plus vraiment, mais c'est sympa de les avoir rapidement comme ça accessibles ici. Alors ça tombe bien, on est en train de charger, regardez, je vais vous montrer l'écran de charge qui est relativement vide, on peut juste régler la limite et encore faut la régler à chaque fois si vous êtes chez vous, si vous êtes sur une borne rapide, je trouve ça un peu fou. Vous pouvez régler aussi l'ampérage maximum, voilà, en fonction de votre réseau, hein, la façon dont il le supporte, ça c'est surtout si vous vous branchez évidemment en triphasé. Et puis ici on a l'écran central qui affiche aussi pas beaucoup d'infos, regardez, on n'a même pas la puissance de charge, on a quand même le pourcentage de la batterie, l'heure de fin de charge jusqu'à la limite que vous êtes mise, l'autonomie aussi, et puis la vitesse donc en km/h, moi j'aurais aimé en puissance. Donc voilà, pas beaucoup d'infos finalement, alors qu'on a quand même beaucoup de place. J'espère que ça va arriver par mise à jour. Alors tous les autres réglages un peu plus techniques sont ici. Bon, je vais pas revenir en détail, hein, c'est essentiellement tout ce qui est verrouillage. Voilà, est-ce que vous voulez verrouiller toutes les portes d'un coup ou pas, ou vous voulez verrouiller quand vous approchez du véhicule. Vous avez aussi le statut ici, c'est quand même assez intéressant de voir si votre voiture va bien. Vous avez tout ce qui est les éclairages. Alors en intérieur, il n'y a pas grand chose au niveau des LED. Par contre, à l'extérieur, regardez, il y a quand même pas mal de choses. Vous pouvez désactiver les phares directionnels par exemple, ou alors par exemple vous pouvez circuler à gauche. Vous pouvez aussi avoir l'éclairage de sécurité qui allume les phares pendant 60 secondes, les essuie-glaces, tout ce qui est rétroviseur qui peuvent se rabattre par exemple quand vous reculez. Donc ça pareil, on le règle une fois ici et finalement on n'y touche plus vraiment quoi. Alors je vais vous montrer quelques applications notamment installées par défaut comme celle-là qui s'appelle Performance du conducteur. Donc on se dit tiens c'est cool, un truc un petit peu sportif, un petit peu électrique, on va avoir plein d'informations. Et ben en fait regardez ici, on a juste quelques petites informations de trajet, on a de la conso mais même pas détaillée, on n'a pas par exemple toutes les petites courbes façon Tesla. Donc voilà, on a l'impression d'un truc un petit peu développé à l'arrache, vous voyez, on peut juste réinitialiser. Donc je suis assez surpris d'avoir une appli comme ça, puisque même en roulant là, ça vous informe quand même de pas grand chose, hein, de savoir si votre conso est entre 20 et 40 ou entre 0 et 20. Alors évidemment l'application phare c'est Google Maps, donc c'est le même qu'on a sur l'ordinateur sur CarPlay, donc ça c'est plutôt cool. Regardez ici, je vous ai montré un petit trajet pour Paris, donc depuis Annecy, on se dit voilà 5h50, il vous dit qu'on peut pas le faire, donc on est à 0%. Donc évidemment il faut mettre des petits arrêts pour la recharge, on va voir s'il nous fait le trajet hein, comme chez Tesla. Alors regardez, c'est le cas, donc on a du Ionity, ça c'est bien qui privilégie Ionity, mais par contre on a des arrêts un peu bizarres. Par exemple ici on va avoir une borne de 50 kW où il faut s'arrêter. Alors il nous a dit 1h30, je sais pas si vous vous rendez compte, donc c'est pas du tout optimisé finalement en termes de temps. Là si on s'arrêtait sur du Ionity on s'arrêterait beaucoup moins longtemps, et là en plus il y a des bornes Ionity, donc je ne comprends pas pourquoi il met ça. Et surtout pour moi c'est un peu le détail qui tue, c'est-à-dire il n'a pas d'option non plus d'itinéraire qui permettent de favoriser uniquement par exemple les bornes de 100 kW, et ça c'est vraiment dommage hein, puisque du coup on peut pas se fier à 100% à cet outil. Alors un autre exemple, regardez ici, je tape Montpellier, donc Montpellier pareil, je peux pas y aller depuis Annecy, c'est un petit peu trop long, donc il faut que je clique ici. Et regardez, il me dit que je peux pas y aller, c'est quand même fort.
Belfort alors qu'il y a Montélimar, enfin il y a encore un arrêt vers Nîmes, et là il me dit que je peux pas y aller, donc là c'est complètement faux, et là encore il a pas, je pense, assez d'informations finalement, donc là encore c'est pas fiable, c'est un petit peu dommage. Bon, pour conclure sur Google Maps, bah, franchement c'est du bonheur à utiliser, on se sent comme à la maison, comme sur une tablette, regardez c'est très réactif, il y a de la 2D, il y a de la 3D, vous pouvez aussi donc rechercher tout votre historique puisque c'est lié à votre compte Google, vous avez aussi tous vos enregistrements de favoris, la recherche aussi, si vous mettez par exemple, je sais pas moi, Paris, voilà, il vous met le vrai Paris et pas rue de Paris à Lyon par exemple. Donc on a toute l'intelligence artificielle, on a aussi le trafic. Bref, on a un vrai Google Maps comme on l'aime. Et ça c'est vrai que c'est hyper agréable aujourd'hui d'avoir ça sur une voiture. Comme ça, moi j'aimerais bien avoir ça sur tous les véhicules aujourd'hui et pas uniquement dans CarPlay. Alors au niveau des applications, on a donc le Play Store, mais c'est vrai que pour l'instant c'est un Play Store uniquement automobile, donc vous avez surtout, on va dire, des outils Google, d'assistants, vous avez beaucoup tout ce qui est podcast, radio, ou alors vraiment que de l'audio, donc il n'y a quand même pas grand chose à part du streaming, vous voyez, Tidal, etc. Il n'y a pas Apple Music pour l'instant, j'aimerais bien que ça arrive. Alors il n'y a pas encore Netflix ou YouTube, moi j'ai pas trouvé encore de lecteur vraiment vidéo, donc pour l'instant c'est uniquement audio, peut-être que ça va arriver. Même MyCanal là qui est en bêta, et ben c'est uniquement en fait de l'audio. Donc voilà, c'est dommage, on n'a pas du tout l'image, alors que là pendant les temps de charge ça aurait été cool de pouvoir regarder des films. Donc je pense que ça va s'étoffer petit à petit, en tout cas le meilleur reste à venir, et surtout on peut bénéficier de tout le développement finalement Android, notamment pour des petites applis comme ici Easy Park là pour chercher un parking, donc ça c'est plutôt cool. Alors sur la partie software, vous avez aussi quelques réglages. Alors c'est pas uniquement des réglages d'application, c'est réglages par exemple du réseau, parce que ici c'est une voiture donc qui est connectée à internet, qui peut se connecter aussi au réseau Wi-Fi. Vous avez tout ce qui est Bluetooth, le son évidemment. Vous avez tout ce qui est assistant vocal aussi. Voilà, vous pouvez régler un petit peu si vous affiche le texte à l'écran. Il n'y a pas énormément de réglages là-dedans. Vous avez aussi bien sûr des notifications, donc là aussi les réglages de notifs. Et puis moi je voulais vous montrer surtout les mises à jour, puisqu'ici on a un système de mise à jour logiciel, donc comme chez Tesla. Alors là on n'en a pas encore fait nous, mais ça se fait de manière assez transparente. Vous avez aussi du stockage, vous pouvez voir un petit peu combien pèse par exemple le système, vous voyez pratiquement 40 Go. Et ici on est sur une version Android 10, voilà, pour Polestar, donc la dernière mise à jour date du 1er décembre. Donc ils ont promis des mises à jour régulières, d'ailleurs il y en a une qui devrait arriver très bientôt. Alors une petite critique, c'est la visibilité dans cette voiture. Déjà regardez les montants derrière, on voit quand même pas grand chose, ils sont assez hauts au niveau des portes, donc on va se dire tiens, on va se référer à la caméra 360 et regardez, la qualité déjà est quand même vraiment pas dingue. En plus regardez, la voiture est pas bien détourée, et puis surtout vous n'avez pas de vue vraiment en 3D, et puis il faut cliquer sur chaque caméra, par exemple si vous voulez une vision arrière, qui est pas terrible non plus, on voit quand même pas grand chose, elle est beaucoup trop basse, puis là il faut aller encore recliquer là-dessus pour avoir les différents angles. Bref, c'est vraiment pas très pratique, et souvent quand on est en train de faire des manœuvres, ça prend beaucoup trop de temps. Alors la Polestar 2 elle est très agréable en ville, puisque moi je trouve qu'elle se faufile quand même assez bien dans la circulation. En plus on a la e-pédale, mais regardez, même si elle va jusqu'à l'arrêt complet, il y a un petit peu d'inertie. Là je viens de relâcher, vous voyez que la voiture continue à partir, donc c'est un petit peu pénible. Et puis dernier point aussi, c'est les suspensions, elles sont plus typées sport que confort. Alors il y en a plein évidemment qui adoreront ça, mais c'est vrai que sur des routes un petit peu dégradées, on ressent vraiment la moindre aspérité de la route. Alors les amis, notre test s'achève ici dans les gorges du Verdon, et je dois vous le dire, c'est une vraie belle surprise. Cette Polestar 2 m'a impressionné. Déjà regardez le design, elle est vraiment fantastique, vous l'avez vraiment adoré dans la rue, on m'a posé plein de questions, quelle marque c'était, etc. Et puis surtout à l'intérieur, les finitions sont assez incroyables, on retrouve bien l'univers Volvo, c'est assez haut de gamme, donc là encore un bel atout par rapport à Tesla. Sur le plan électrique, c'est pas trop mal, 300 km sur autoroute avec une batterie moyenne, on va dire, c'est tout à fait honorable. Alors on peut même le pousser à 400-450 km là, par exemple ici sur les petites routes de campagne. Évidemment on aimerait que ça charge un petit peu plus vite, on aimerait aussi un meilleur planificateur pour éviter de jongler avec les applications, mais bon, ça va peut-être venir. Évidemment le plan technologique, c'est aussi Google, Android Automotive, là encore très très belle surprise, c'est réactif, ça plante pas, il y a pas mal d'applications, on a un vrai Google Maps, ça c'est vraiment du pur plaisir, surtout avec l'assistant Google qui comprend tout ce qu'on lui dit, ça évite de jongler donc avec l'écran. Évidemment il manque encore pas mal de choses, il manque CarPlay Wi-Fi, il manque YouTube, il manque Netflix, il manque plein d'applications finalement pour faire un vrai
écosystème comparable à Tesla, des jeux aussi éventuellement, pourquoi pas, sur cette voiture. En tout cas, dans l'ensemble, je la trouve très homogène, tout à fait concurrentielle à Tesla sur pas mal de plans. Et évidemment, si vous hésitez entre une Model 3 long range ou même performance et une Polestar 2, franchement, allez l'essayer, vous serez vraiment surpris. Voilà pour ce petit test de la Polestar 2. Évidemment, je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.